www.fmliberté.com. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. Nous émettons depuis Chicago aux États-Unis. Vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique. Visage d'Afrique, c'est le vrai visage du continent noir. L'Afrique et ses réalités vues et commentées par les Africains eux-mêmes. Visage d'Afrique est présenté en synchronisation avec le site letogovie.com, le Togovie, l'actualité togolaise en vidéo. Vous pouvez également nous retrouver sur togonews.info. Togo News, un autre regard sur le Togo. L'équipe qui vous accompagne, elle est la même. Eric Alover à la technique, je suis Bill Émile Davolk au micro. Notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Antoine Bekobou. Il est le coordinateur du programme de la diaspora, un programme lancé depuis 2010. Qu'est-ce que c'est que le programme de la diaspora? De quoi s'agit-il exactement? Quels sont les objectifs? La mission assignée à cette équipe qui sert de tremplin entre la diaspora et le gouvernement togolais, entre les Togolais de l'étranger et la mère patrie. Tout sur ce programme, donc, avec notre invité Antoine Bekobou, que nous allons retrouver juste après ceci. Bama bube duma no no mani fa 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 mo
FM Liberté. La référence. Monsieur Antoine Bekovu, bonsoir. Oui, bonsoir. Et voilà, vous êtes le coordonnateur du programme de la diaspora initié par le gouvernement togolais en 2010. Rappelez-nous tout d'abord en quoi consiste ce programme. Merci, Bill. Le programme Diaspora, initiative pour le recours aux compétences et autres ressources de la diaspora togolaise, est une initiative du gouvernement togolais, comme vous l'avez si bien dit. C'est une plateforme mise en place pour justement impliquer les Togolais de l'extérieur dans la gestion du pays. Voilà ce que je peux dire concrètement par rapport au programme Diaspora. Et ce programme comprend 3 volets essentiels, notamment le premier volet qui a trait à l'acquisition des compétences pour le renforcement des capacités. Donc, nous faisons appel aux compétences togolaises de la diaspora à travers des missions de courte durée allant de 1 à 3 mois. Donc, ces expertises qui reviennent au pays pour quand même participer au renforcement de capacités. Donc, à travers des prestations, tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs de l'activité économique sont concernés. Donc, de la santé, l'éducation, l'agriculture, donc tous les secteurs sont concernés. Donc, nous recherchons ces expertises qui reviennent et s'impliquent dans le développement économique et social du pays. Voilà le premier volet. Le deuxième volet a trait à l'amélioration du climat des affaires pour permettre aux Togolais de la diaspora de transférer tout ou partie de leurs activités au Togo et donc créer des emplois à travers des PME et PMI. Le troisième volet a trait à la diaspora philanthropique, donc les initiatives de la diaspora en faveur du développement local. Donc, ce sont toutes les initiatives de la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togolais, où qu'il se trouve, se regroupe en association, en ONG, et chacun essaie de participer au développement économique et social du pays à travers des initiatives dans leur zone d'origine, qui pour construire un dispensaire ou équiper un dispensaire, qui pour faire un ponceau, qui pour construire une marché ou une école. Donc toutes ces initiatives également ont besoin d'être synchronisées pour mieux impacter le développement local. Voilà de façon résumée les grandes lignes du programme Diaspora. Il y a quelques mois, vous avez entrepris une tournée internationale à la rencontre des Togolais de l'extérieur. Dites-nous, quels ont été les objectifs de cette mission qui a abouti, je le rappelle, aux assises nationales et quelles ont été les résolutions prises à la suite de ces assises? Tout à fait. En même temps, le programme Diaspora a entrepris une vaste campagne de sensibilisation, de mobilisation, mais qui était avant tout une campagne d'échange avec la diaspora. Vous convenez avec moi que pour toute politique ou toute stratégie, il était quand même bien d'aller vers ceux pour qui ces politiques sont mises en place. Donc, ces tournées ont consisté d'aller échanger avec les compatriotes de l'extérieur, de recenser leurs doléances et leurs récriminations et essayer de les adresser. Donc, c'est ce qui a fait que le programme Diaspora a fait des tournées en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Et ce qui a justement abouti à la tenue des assises nationales par zone géographique au mois de mars 2014. Donc, nous avions eu à faire les assises nationales de la zone Europe à Paris le 8 mars 2014, les assises de la zone Amérique du Nord à Montréal le 15 mars 2014 et les assises nationales de la zone Afrique à Lomé les 27 et 28 mars 2014. Quelles ont été les recommandations? Tout à fait.
de part et d'autre, de ces assises, il était quand même advenu qu'il y a un certain nombre de dispositions méritent d'être prises pour une meilleure implication des Togolais de l'extérieur. Une des premières mesures a trait justement à la mise en place ou à l'instauration d'un cadre de dialogue permanent entre la diaspora et le gouvernement, donc le Togo, parce que quand on voit un peu le paysage socio-économique du pays, les conditions dans lesquelles les Togolais de l'extérieur ou la diaspora s'est formée, on note qu'il n'y a pas quand même un cadre de concertation ou d'échange entre les différents partenaires. Donc, il était quand même important de créer ce cadre de dialogue entre la diaspora et le pays. Une autre recommandation qui était une recommandation non des moindres, c'est le fait que, on a remarqué que notre diaspora, donc la diaspora togolaise, n'était pas quand même fédérée, n'était pas intégrée. Donc, il existe des associations ou des regroupements, mais ces regroupements ne sont pas fédérés. Donc, ce qui ne permet pas une meilleure implication des Togolais dans le développement économique du pays. Donc, il est reproché à la diaspora parce que ça doit être justement l'œuvre de la diaspora elle-même pour éviter toute velléité ou toute suspicion ou tendant à croire que le politique est en train de s'immiscer dans l'organisation de la diaspora. Donc, la diaspora doit prendre ses responsabilités, s'organiser et devenir un interlocuteur viable pour le gouvernement. Donc, aller vers des structures, je peux dire confédératives ou une structure supra, qui serait un interlocuteur du gouvernement. Et à la suite de ça, le gouvernement aura à lui confier un caractère d'utilité publique et qui parlerait au nom de la diaspora togolaise entière. Au-delà de ça, une des recommandations également, c'était une meilleure implication des Togolais dans les institutions internationales. Donc, on a remarqué qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont pétris de talent, qui ont des expertises à faire valoir, mais qui ne sont pas forcément représentés dans les instances internationales et qui avaient besoin de l'appui du gouvernement togolais ou du pays. Donc, il y a eu cette recommandation. D'autres recommandations également, on trait justement à la vie politique, notamment à la corruption, au problème de corruption soulevé, au problème de la double nationalité, et au problème des formalités administratives rencontrées par nos compatriotes togolais, et également la question qui revient toujours, la question du droit de vote ou du vote des Togolais de l'extérieur, qui étaient également adressés et qui font actuellement l'objet d'études par le gouvernement. Une des recommandations également des assises, c'était l'amélioration des conditions en matière d'investissement, donc au plan fiscal et au plan douanier, que le gouvernement doit devoir mettre en place pour une meilleure implication des Togolais. Voilà, en quelque sorte, quelques recommandations que les assises ont pu quand même retenir et qui ont été adressées et contenues dans une feuille de route que le gouvernement est en train de mettre en œuvre en ce moment précis. Vous venez de dire que l'une des recommandations de la semaine de la diaspora est de faciliter les procédures administratives pour les Togolais de l'extérieur. On sait justement que beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger veulent apporter leur contribution au développement du Togo. Comment procédez-vous, Monsieur Bekobu, à l'évaluation et à la faisabilité des projets qui vous ont soumis?
Oui, il faut reconnaître que beaucoup de Togolais se manifestent à travers, que ce soit les recrutements d'experts que nous faisons ou par leur implication à travers des projets d'investissement économique et sociaux. Bon, les projets, ceux qui viennent vers nous, généralement, apportent leurs projets. Nous essayons quand même de les étudier, de les évaluer et de les diriger vers nos points focaux. Bon, malheureusement, ce qui se passe, il y a beaucoup de Togolais qui reviennent et qui viennent nous voir pour dire nous avons des projets, mais qui malheureusement n'ont pas des projets qui sont écrits. Et quand vous leur demandez où sont les projets, où est le projet qui est écrit, certains ne reviennent plus. Mais pour la plupart du temps, ceux qui ont quand même leur projet, nous essayons quand même de les étudier et de les diriger vers les personnes idoines. Par exemple, aujourd'hui, l'amélioration du climat des affaires dans une certaine mesure au Togo se fait, ou bien se fait par la mise en place, par exemple, du guichet unique qui est là. Donc aujourd'hui, il est très facile de créer son entreprise en 48 heures, même voire en moins de 24 heures. Donc, avoir sa carte d'opérateur économique, quelqu'un qui vient avec son projet, nous le dirigeons vers le CFE, le centre de formalité des entreprises. Mis à part cela, nous pouvons également diriger cette personne vers les impôts, parce que qui dit créer une entreprise ou monter un projet, dit faire des activités qui, justement, utiliserait des services comme les impôts, la douane ou même des services financiers. Donc, nous les dirigeons vers les impôts, comme je l'ai dit, la douane également, et vers la NPGF, qui est une institution de garantie et de promotion des petites et moyennes entreprises. Donc, un organe de financement des projets. Donc, voilà comment nous procédons. Donc, nous sommes aux côtés de nos compatriotes qui reviennent avec des projets, soit dans l'étude ou le montage du projet, et les diriger vers les institutions idoines pour la réalisation de leurs projets. Parlant justement d'institutions, il y a la composante acquisition des compétences et renforcement des capacités qui est en charge du recrutement des talents de la diaspora. Quels sont donc les domaines et les secteurs d'activité que vous visez? Je le disais d'entrée que tous les secteurs de l'activité économique sont concernés, mais nous réagissons par rapport aux demandes formulées par les différents secteurs, donc par les secteurs jugés prioritaires par le gouvernement ou par l'économie nationale. Bon, c'est ainsi que nous avons, par exemple, mis un accent particulier sur l'enseignement et la santé. Nous avons des missions spéciales donc sur dans le domaine de l'enseignement. Donc nous faisons appel aux enseignants, chercheurs togolais de la diaspora qui reviennent également donner des cours à l'université de Lomé ou dans d'autres institutions. Donc les missions d'enseignement universitaire. À côté des missions d'enseignement universitaire, nous avons les missions médicales. Là également, nous faisons appel aux médecins togolais de la diaspora qui reviennent donner des séminaires, des appuis et également à l'université et à participer également à des caravanes ou à des opérations médicales. Donc, ce que je pourrais encore ajouter, c'est que tous les secteurs de l'activité économique sont concernés. Donc, ça peut être un besoin exprimé par le gouvernement dans le domaine, par exemple, pour renforcer les capacités au niveau du ministère de la fonction publique, au ministère de l'eau ou dans un autre ministère. Donc, nous essayons quand même, sur la base du besoin exprimé par de l'institution, à travers les appels que nous lançons dans la diaspora. Donc, nous rédigeons des thèmes de référence que nous faisons valider par le partenaire auprès de qui ou le financement que nous avons utilisé pour le recrutement. Donc, ce partenaire essaie de valider et nous essayons de les publier pour recruter, pour
recueillir les manifestations de nos compatriotes. Et après cela, bon, nous essayons quand même de faire des évaluations et plus tard qui vont déboucher sur des contrats. Donc voilà comment nous procédons pour recruter des expertises de la diaspora. Et tout dépend justement de la disponibilité de ces expertises par rapport aux besoins exprimés au plan national. On va donc vous accorder une importance capitale à l'éducation et à la santé. Parlez-nous un peu plus en détail de ces deux secteurs clés de l'unité de gestion de programme de la diaspora et vos actions dans ces domaines. S'agissant de ces deux missions, je peux quand même les confondre. Donc, nous avions eu en 2011 et 2012, et c'est pendant cette période-là où vraiment nous avons procédé à des recrutements, donc à faire des prises en charge des enseignants qui étaient revenus donner des cours d'appoint à l'université de Lomé. Au total, plus de 400 heures de cours ont été données dans les différentes institutions qui ont permis aux étudiants, que ce soit aux étudiants de l'INSI, aux étudiants de la faculté de médecine ou aux étudiants de la FACEP de valider leur cycle. Donc, 400 heures de cours, c'est pratiquement près de 10 semestres de cours quand on compare au système anglo-saxon de 36 heures. Donc, le semestre qui fait 36 heures, donc vous comprenez aisément que ça fait quand même plus de 10 semestres de cours. C'est quand même très important. Donc, nous, au cours de cette période, effectivement, des enseignants venus, que ce soit du Canada, des États-Unis, de l'Europe, étaient présents à Lomé, pas à la même période, mais en fonction également, je le répète, des besoins exprimés par l'université. Donc, c'est l'université qui identifie ces besoins et contacte l'unité de gestion et en fonction des moyens, essaie de faire la prise en charge de ces enseignants en mettant le billet d'avion à la disposition de ces enseignants et maintenant en payant aussi les honoraires de cours, plus d'autres primes que nous adjoignons aux honoraires de cours pour prendre leur séjour et leur prestation, pour financer leurs prestations. Donc, voilà ce que je peux dire concrètement par rapport aux missions d'enseignement universitaire et médical que le programme Diaspora a eu à financer ou à développer et pendant 7 ans. Et c'est une expérience qui a été très, très, très fort appréciée, que ce soit par l'université, le gouvernement, et par rapport et également par les enseignants togolais qui résident dans la diaspora. C'est clair alors que l'action des Togolais de la diaspora a un impact considérable sur le vécu quotidien de leurs compatriotes restés au pays. D'ailleurs, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le transfert des migrants est estimé à 7,8% du PIB du Togo, soit le 7e plus élevé du continent africain. Quel mécanisme avez-vous mis en place pour inciter, soutenir et accompagner les opérateurs économiques expatriés qui cherchent à investir au Togo? Oui, sur ce plan, c'est un véritable challenge, le transfert des migrants et par conséquent le transfert des Togolais de l'extérieur vers le pays. Quand vous regardez un tout petit peu les chiffres, en 2013, les chiffres officiels de la Banque mondiale, ce chiffre a plus de 187 milliards de francs CFA, donc plus de 187 milliards de francs CFA transférés vers le Togo. Et en 2012-2011, c'était plus de 168 milliards. Donc, vous voyez un peu l'importance de ce flux financier qui va vers le Togo. Mais malheureusement, cet important flux financier
n'est pas dirigé vers des investissements productifs. C'est seulement entre 5 et 10% seulement qui sont dirigés vers des investissements productifs, ce qui fait que il y a des efforts à faire pour canaliser cet important flux financier et le diriger vers les investissements productifs. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les choix opérés par nos compatriotes qui résident à l'extérieur, c'est des choix, c'est-à-dire les choix d'envoyer ou de transférer de l'argent au pays, répondent à des choix, je peux dire, à des niveaux individuels. Donc, dire que nous allons canaliser tout ceci et les diriger vers des investissements productifs serait quand même un exercice de taille. Cependant, pour trouver une solution en la matière, le programme, pour se structurer, pour une meilleure prise en compte des besoins de nos compatriotes, a essayé quand même de coordonner ou bien de développer 4 études de faisabilité et dont 2 justement dans ce domaine. Bon, je cite rapidement les 4 études de faisabilité. Bon, la première étude de faisabilité a trait au mécanisme de mobilisation de la diaspora scientifique et technique. Donc là, ça concerne beaucoup plus l'acquisition des compétences. La deuxième étude a trait à la contribution de la diaspora à l'investissement privé au Togo. La troisième étude a trait aux stratégies d'optimisation des transferts de fonds au Togo. Et la dernière étude a trait aux initiatives de la diaspora en faveur du développement local. Donc, nous voyons aisément que la deuxième et la troisième étude permettent de répondre justement à la problématique des transferts de fonds et comment optimiser sur ces transferts de fonds. Donc, ces études, justement, ont permis de quand même dresser des voies qui, aujourd'hui, nous permettent de proposer des mécanismes qui puissent nous permettre d'optimiser sur ces différents transferts qui se font. C'est de parvenir à mettre en place, par exemple, un fonds d'investissement des Togolais de l'extérieur. Bon, ailleurs, on parlerait de banque, mais quand on connaît aussi les conditions dans lesquelles une banque peut se créer et la concurrence sur place entre les autres banques commerciales qui existent. Donc, c'est de parvenir à trouver des mécanismes beaucoup plus souples qui permettent justement à cette diaspora de mieux s'investir et de mieux diriger leur transfert vers des investissements productifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Créer des conditions, c'est-à-dire essayer de voir au plan national quels sont les créneaux qui sont porteurs et de conseiller nos compatriotes qui veulent vraiment investir, qu'ils investissent dans ces créneaux qui sont porteurs. Et pour compléter ce dispositif, en matière d'études de faisabilité, il y a eu une autre étude de faisabilité qui a été faite par une ONG nationale, l'ONG MAS, qui concerne les opportunités d'investissement et les créneaux porteurs. Donc, qu'on essaie de miroiter ou de présenter à la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora n'est plus sans orientation, mais à travers ces différentes études, peuvent quand même voir dans quel domaine on peut investir et avoir des retours sur investissement qui puissent engranger le développement. Donc voilà autant de mécanismes de stratégie que nous avions essayé aujourd'hui de mettre en place pour que nos compatriotes ne soient pas égarés. Donc il appartient aux compatriotes de la diaspora de se rapprocher davantage du programme pour en savoir, pour avoir des informations idoines qui leur permettraient de mieux s'impliquer dans le développement économique et social du pays. Voilà qui est dit, il faut se rapprocher de ce programme Diaspora. Si vous souhaitez les contacter, allez sur le site www.copadia.org
maisondiasporatogo.com. maisondiasporatogo.com. Merci, Monsieur Antoine Bekobu, pour cette première partie. Nous allons marquer une pause et revenir avec les questions de nos internautes. Quant à vous, amis auditeurs, restez toujours câblés et scotchés sur les www.fmliberté.com, sur le togovi.com ou sur togonews.info. Visage d'Afrique, seconde partie, juste après ceci. Oui, ensemble, nous pourrons réfléchir et agir pour faire du Togo une vraie démocratie. Un pays où la prospérité économique, l'égalité des chances et la solidarité deviendront enfin réalité. À cet effet, la diaspora togolaise a son rôle à jouer à l'approche de l'élection présidentielle de 2015. Initiative Diaspora 2015 réunit en son sein des personnes engagées, mouvements et plusieurs associations de la diaspora, notamment Groupe Fenêtre sur l'Afrique, Pyramide of Yewé, CRD Togo en Suisse, Initiative 3D en Belgique, CRITD aux Pays-Bas, CEMAF Togo, MPRT, Alto aux USA, Atoll en France, Diaspora Fur Africa en Allemagne et avec le soutien du MO5, mouvement du 5 octobre, organise le samedi 25 octobre à partir de 9h une grande rencontre de la diaspora dans un cadre de concertation et d'action concrète en faveur de l'alternance politique pacifique au Togo. Une seule adresse pour toute la diaspora togolaise, rue de Brasserie numéro 6, 4000, Liège, en Belgique. Inscris-toi en envoyant un email à id2015@gmail.com ou nous contacter au 0032 487 70 60 99 0041 78 949 19 14 0031 634 400 367. Tous ensemble, le samedi 25 octobre 2014 à Liège, en Belgique. Diaspora togolaise, réveille-toi, prends ta responsabilité et agis pour la liberté, l'égalité et la prospérité au Togo. Togolais, reviens, bâtissons la cité. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes. Si vous venez de nous rejoindre sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine,
Sachez que vous êtes à l'heure de l'émission Visage d'Afrique, présentée tous les dimanches à partir de 14h heure de Chicago, 19h temps universel par Bill Emile Davolk. Visage d'Afrique, c'est le vrai visage du continent noir, l'Afrique et ses réalités vues et commentées par les Africains eux-mêmes. Nous sommes en synchronisation avec nos partenaires du site letogovie.com et togonews.info. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Antoine Bekorbou, coordonnateur du programme Diaspora, un programme initié par le gouvernement togolais pour faciliter les activités entre les Togolais de l'étranger et ceux du pays. Alors, dites-nous, M. Bekorbou, quels sont les partenaires économiques et financiers qui soutiennent ce projet pilote? En effet, le programme mis en chantier par le gouvernement est soutenu dans un premier temps par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, et la Banque africaine de développement, pour ne citer que ces deux. Mais d'autres partenaires sont également en attente pour pouvoir appuyer le programme à travers justement cette première phase du programme que nous venons de terminer. Et j'aimerais rappeler rapidement aux Togolais de la diaspora qui se font généralement une idée sur le programme, en ce sens que le coordonnateur que je suis a été recruté par le PNUD et placé auprès du gouvernement pour justement développer ce programme. Donc, je suis sur contrat, donc je ne suis pas un fonctionnaire du gouvernement, donc j'ai été recruté par le PNUD avant d'être nommé auprès du gouvernement pour prendre en charge justement ce programme. Donc, les partenaires, le PNUD et la BAD. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire la cour à d'autres partenaires sur la base des résultats que nous avions eus pour emboîter le pas aux deux premiers que je viens de citer. Et il faut rappeler aussi que le gouvernement également participe au financement de ce programme. Il y a, M. Bekorbou, une multitude d'associations et d'ONG togolaises à travers le monde. Comment comptez-vous les fédérer pour un impact plus significatif sur le développement du Togo? C'est un challenge pour nous tous, c'est un travail titanesque. Et je le disais tantôt, la diaspora togolaise regorge toute une pléiade d'associations ou de regroupements ou de personnes qui, si cette diaspora est organisée, peut vraiment impacter le développement économique du pays. Mais la grande question qui mine justement cette diaspora est attrait beaucoup plus, je peux dire, aux conditions dans lesquelles cette diaspora s'est formée. Et nous tous, nous avons encore en mémoire les conditions dans lesquelles les uns et les autres ont quitté le pays, à travers justement la crise de 1990 qui s'est prolongée je peux dire, sur 15 ans pratiquement, parce que c'est seulement en 2005 qu'il y a eu un retour, je peux dire à la normale, où on a pu renouer encore avec les institutions internationales. Donc, et pendant tout ce temps, je peux dire que le Togo était, je peux dire, en autarcie ou vivait un peu reclus. Mais il faut se demander comment ce pays-là, pendant 15 ans, a pu quand même a pu survivre. La population a pu survivre. Donc, en partie, nous pourrons saluer justement la dextérité et le bravoure de la diaspora, parce que ce sont les fils et filles du Togo qui vivaient à l'extérieur qui
essayaient quand même de prendre en charge leur famille restée au pays. Je ne dis pas que c'est seulement grâce à la diaspora, à la seule diaspora, que le pays a pu survivre, mais en partie, c'est même ça. En partie, la diaspora a contribué justement à prendre en charge la famille restée au pays, cette famille qui, sur le concours de ses enfants à l'extérieur, a pu quand même développer diverses activités pour permettre de survivre et après de renouer avec les institutions internationales, donc renouer avec le développement. Donc, je peux dire que la diaspora, si elle est vraiment organisée, comme on le voit dans d'autres pays, comme le Mali, le Sénégal, où les associations de la diaspora se retrouvent en ce qu'on appelle le Haut Conseil, un Haut Conseil ou des fédérations, des associations de développement, donc qui répondent d'une seule voix et qui ont quand même une feuille de route commune. Donc, aujourd'hui, si nous écartons un tout petit peu le problème politique qui tend justement à diviser cette diaspora, qui tend à créer je peux dire, des mésententes entre les différentes associations, ces associations de la diaspora togolaise, quand vous regardez un peu leurs objectifs, les objectifs sont pratiquement les mêmes. À 70%, c'est des associations qui sont proches les unes des autres. Donc, les 30% constituent justement des différences, je peux dire, si on peut le dire, différences mineures ou bien majeures. Mais sur 70% quand même, la vision bien les objectifs sont les mêmes. Donc, s'il a été reproché lors des assises à cette diaspora de ne s'être pas organisée, parce que la diaspora a reproché au gouvernement d'avoir organisé aussi en solo ces assises-là. Mais le problème était que, quand on prend la diaspora, qui il faut inviter à ces assises, qui il ne faut pas inviter. Les appels étaient lancés. C'était des appels impersonnels, que ce soit sur le site, sur le public photo, dans les réseaux sociaux et autres. Donc, la diaspora devait s'inviter d'elle-même. Donc, nous comprenons aisément qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est une prise de conscience et de voir qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous différencie. Et je crois quand même que ce qui nous unit dépasse de loin ce qui crée justement la différence entre ces associations-là. Donc, il y a un coup quand même à jouer et le travail n'est pas aussi facile. Il faut compter justement sur cette diaspora-là qui doit comprendre que être ensemble, en se mettant ensemble, on pourra gagner. Donc, c'est ce qui a fait que au lendemain des assises, la diaspora a pris conscience et a initié cette activité, la grande semaine de la diaspora togolaise. Et cette grande semaine de la diaspora togolaise, l'objectif était très simple, c'est de créer un cadre dans lequel les associations s'accordent sur une plateforme, choisissent une période de l'année et c'était en juillet, pendant une semaine, de revenir au Togo et de s'exhiber à travers leur savoir-faire. Et c'est ce qui, justement, a été fait du 21 juillet au 28 juillet passé. Donc, l'idée est d'aller quand même l'idée, dans un premier temps, est de recenser les problèmes, d'arriver quand même à créer un répertoire des associations de la diaspora, de les organiser par zone. Donc, essayer de faire, je peux dire, un tant soit peu, les états généraux de cette diaspora et voir dans quelle mesure cette diaspora ou à travers les associations peuvent aller vers une fêtière. Et je le disais tantôt, une fêtière des associations de développement qui parlerait d'une seule voix et en qui
le gouvernement ou qui représenterait un interlocuteur viable auprès du gouvernement. Donc voilà l'objectif ou l'un des objectifs de la grande semaine de la diaspora, qui est un cadre et que ça va se perpétuer jusqu'à l'avènement, on l'espère bien, de cette fêtière ou de ces regroupements d'associations de la diaspora pour le grand bonheur du Togo. Nous allons à présent passer à quelques questions qui nous viennent de nos internautes. La première question, le 21 juin dernier, le gouvernement a officiellement lancé l'exemption de visa pour les expatriés togolais. Mais on dirait qu'il y a un flou, une confusion autour de cette mesure. Expliquez-nous, Monsieur Bekorbou, en quoi consiste cette exemption de visa et qui peut en bénéficier? Merci beaucoup. Confusion, je ne pense pas. Je crois qu'il faut mieux se rapprocher que ce soit du programme du ministère des Affaires étrangères ou relire les tests qui ont permis justement d'arriver à cette décision. C'est dans un souci quand même d'alléger, parce que il a toujours été reproché que les Togolais sont confrontés à des formalités administratives quand ils reviennent au pays. C'est d'alléger ces formalités administratives quand les Togolais de l'extérieur désirent revenir au pays. Et qui parle de formalités administratives, je peux dire longues ou intenses, peut décourager quand même un certain nombre d'initiatives au plan d'investissement, initiatives pour le retour même au pays. Donc le gouvernement a jugé à ce moment précis, puisqu'il était quand même il était consigné dans les recommandations des assises, a jugé quand même d'alléger ou bien de proposer des mesures qui permettent quand même ou qui incitent ces Togolais à revenir de plus en plus ou à leur faciliter leur entrée au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le code de la nationalité togolaise, ce code-là date de 1978, ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, il y a un problème. Donc, les Togolais de l'extérieur qui, à un moment donné, à un moment de leur vie, ont opté et quand même à avoir une autre nationalité, en bien entendu, parce que quand on est dans un pays d'accueil, quand les possibilités s'offrent et qu'on peut tirer quand même avantage, je crois quand même que c'est ce qui a motivé plus d'un. Donc, ce code ne reconnaissant pas la double nationalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, vous acquérez la nationalité d'un autre pays, donc vous perdez la nationalité du pays d'origine. Et quand vous revenez au pays muni de la nationalité du pays d'origine, ce n'est pas le Togolais qu'on voit, mais plutôt c'est le passeport que vous présentez. Surtout qu'il y a une certaine réciprocité entre les États. Vous êtes assujetti à un visa avant de rentrer dans mon pays. De la même manière, les ressortissants et vos ressortissants aussi sont assujettis de visa pour rentrer dans mon pays. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, la décision est telle que tout Togolais détenteur d'un passeport étranger pour entrer au Togo est exempté de visa à condition qu'il présente une pièce d'identité nationale togolaise. Donc, ça peut être la carte d'identité nationale togolaise, ça peut être la carte consulaire ou tout autre document qui fait foi. Donc, c'est aussi une façon quand même de permettre de renouer, je peux dire, un tant soit peu le contact entre cette diaspora et nos services diplomatiques et consulaires. La situation politique du passé a fait que les Togolais ont pratiquement déserté les ambassades et les consulats. Donc,
au moins, ça permet quand même de tenir des fichiers, de procéder à un certain nombre de recensements. Parce que quand vous demandez ces ambassades et consulats sur le nombre ou l'effectif des Togolais dans leur juridiction, c'est des nombres qui, les chiffres qu'on va vous avancer, bon, vous laisseront froid dans le dos. Donc aujourd'hui, pour tout Togolais, détenteur d'un autre passeport ou bien qui a acquis une autre nationalité, peut rentrer au Togo avec son passeport du pays d'origine, muni d'une pièce d'identité nationale, et on est exempté de visa ou bien des formalités qui parfois font attendre et qui créent justement des frictions au niveau de nos guichets à l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport de Lomé, actuellement, il y a un guichet spécialement réservé aux Togolais de la diaspora. Donc, voilà un peu les efforts qui ont été faits dans ce domaine-là. On est mieux situé à présent. Tout Togolais résidant à l'étranger qui désire revenir au pays, eh bien, il lui suffit de présenter le passeport de son pays de résidence plus une pièce d'identité togolaise. Une question qui revient de temps à autre, une question dont on débat matin, midi, soir, M. Bekobou. On a l'impression que le gouvernement togolais se focalise seulement sur la contribution de la diaspora, mais pas ses droits, notamment le droit de vote. Alors qu'on estime qu'il y a entre 1 million et 1 500 000 Togolais répandus aux quatre coins du monde. Pourquoi les Togolais de l'étranger n'ont toujours pas leur mot à dire en ce qui concerne la gestion de leur patrie? Ça, c'est un problème, ou bien c'est une question, je peux dire, éminemment politique, et la décision ne peut être que politique. Mais je vais tenter quand même de répondre, et la réponse, je dis que ça n'engage que moi, et en tant que technicien de la question, voilà ce que je peux dire. Le droit de vote, ça c'est vrai, qui n'est pas encore accordé aux Togolais de l'extérieur et qui fait couler beaucoup d'encre. Je le dis que de mon point de vue, c'est parce que justement un certain nombre de conditions ne sont pas encore réunies. C'est-à-dire qu'il parle de droit de vote ou de vote dit enregistrement sur un fichier électoral. Et aujourd'hui, pour s'enregistrer sur un fichier électoral, il faut d'abord partir du recensement des Togolais de l'extérieur. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les Togolais de l'extérieur n'ont jamais été recensés. Et pour faire ces recensements, il faut les faire aussi dans nos services diplomatiques et consulaires. Et je le disais tantôt, qu'il y a ce problème de méfiance et de confiance et qui fait que les gens ont déserté les ambassades et les consulats. Donc, pour faire une telle opération, cela suppose quand même aller vers ces juridictions ou ces instances. Et de l'autre côté, on remarque également que la diaspora ne parle pas d'une seule voix. Aujourd'hui, quelle association ou quel individu faut-il mandater pour quand même travailler sur cette question importante au niveau des ambassades et consulats. Il n'y a pas d'association, je ne veux pas dire crédible, mais quand même acceptée par la communauté. Je peux dire, pas une seule association, mais des associations qui peuvent parler au nom de la communauté togolaise. Donc, autant de problèmes qu'il faut d'abord résoudre. Et c'est ces problèmes-là que nous, techniquement, nous essayons de nous appeler à ces questions. Maintenant, de l'autre côté, il y a une dimension, je peux dire, qui est politique, qui veut que, aujourd'hui, ou bien à la fin, j'ai l'habitude de le dire, et quand cette question-là vient, c'est une décision éminemment politique et qui relève,
c'est une décision que l'autorité suprême peut prendre. Et aujourd'hui, figurez-vous que si on accordait le droit de vote, peut-être à la fin de cette émission, peut-être on dit, oh, ok, à partir d'aujourd'hui, le droit de vote est accordé aux Togolais de l'extérieur. Bon, est-ce que effectivement ça répond à nos préoccupations à l'heure où nous sommes, avec tous les problèmes que je viens d'énumérer? Bon, c'est là justement la réflexion à faire. Peut-être il faut accorder ce droit de vote pour se convaincre justement que nous ne sommes pas encore prêts pour pouvoir l'exercer compte tenu des différents problèmes que je viens d'énumérer. Ou peut-être, non, toujours passer sous silence et se dire que ok, il faut quand même réunir ces conditions avant de le faire. Donc, pour ce qui est du côté technique, voilà ce que je peux dire. Donc, il y a des conditions, il y a des préalables à faire et nous appelons au niveau du programme et puis de concert avec la diaspora, essayer quand même de déblayer le terrain pour que lorsque le moment sera venu, qu'on ne soit pas surpris. Maintenant, l'autre volet qui concerne, je peux dire, qui est éminemment politique, là, seules les autorités politiques peuvent justement en décider. Mais ce que je pourrais dire, c'est que la question est sur la table et les discussions se font autour. Et ce qui est sûr, du jour au lendemain, inévitablement, ce droit sera quand même rétabli. On espère donc que les Togolais de l'étranger pourront bientôt voter. La question suivante rejoint la précédente. Elle est d'ordre politique aussi. L'internaute dit, je cite, « Je pense que le programme de la diaspora est juste un moyen du gouvernement pour attirer les Togolais de l'étranger à soutenir le régime de Faure Gnassingbé. » Que répondez-vous à ces critiques, M. Gbekobou? Est-ce que la politique a une forte influence sur vos activités, sur vos démarches? Bon, ce que je peux dire, le programme diaspora, quand on l'analyse et quand on le presse, je ne dirais pas que l'internaute a tort, mais c'est comme je l'ai dit, quand on prend un peu le contexte dans lequel le programme diaspora est né et comment la diaspora s'est formée, c'est une question très 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 sensible et qui renvoie justement à des considérations politiques. Mais ce que nous devons quand même se dire, cette diaspora-là aujourd'hui existe. Et faisons un peu l'analyse en ce sens. Les décisions que les membres de la diaspora togolaise prennent aujourd'hui sont des décisions d'abord à des niveaux individuels. Niveau individuel, en ce sens que on est amené à se demander si, à un niveau individuel, on a encore un lien, un attachement au pays d'origine. Ou on peut reposer la question en se demandant si la diaspora a besoin du pays ou c'est le pays qui a besoin de la diaspora. Bon, si nous analysons un peu la question telle que posée, on se dit quand même que les gens interviennent au pays pas en fonction de qui est au pouvoir ou qui fait quoi, mais peut-être en fonction de leurs besoins, en fonction des familles, des parents restés au pays, à qui il faut envoyer de l'argent pour équilibrer les fins du mois, pour faire des funérailles, pour les aider à réaliser leurs projets de construction, d'habitat ou des projets d'investissement. Bon, si nous nous situons dans cette logique, cela veut dire qu'indépendamment de qui est au pouvoir et comment, le programme diaspora ou les initiatives diasporiques ont leur raison d'être. Maintenant, si nous nous situons sur l'autre angle
qui effectivement est politique. Bon, tout dépend de ce qu'on voit à travers l'analyse. Bon, je ne saurais le dire si le programme Diaspora qui est mis en place est quand même est mis en place pour soutenir bon le gouvernement ou bien pour soutenir le président Faure. Quand vous voyez les objectifs du programme, on se rend compte aisément que non, c'est des objectifs qui sont clairs, qui sont très bien définis et qui permettent quand même d'impliquer les Togolais de l'extérieur dans le développement ou dans la gestion du pays. Donc, je ne dirais tout dépend de la motivation de l'internaute, mais ce que moi je peux dire en tant que coordonnateur national de ce programme, je suis un technicien, je suis pas politique, donc je fais une analyse politique de la chose et la présentation que je fais, et c'est une présentation technique, donc à travers les objectifs et les résultats que nous réalisons sur le terrain. Donc tout dépend des intérêts des uns et des autres. Et si les intérêts des personnes de la diaspora coïncident avec les objectifs du programme, là, on aura tort de dire que le programme est mis en place pour quand même soutenir le président Faure. Maintenant, si nous l'analysons de l'autre côté, en prenant en compte des considérations politiques et autres, là, la personne se situe sur le terrain. C'est sa vision, c'est sa façon de voir les choses. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, le programme Diaspora est un programme technique au service de la diaspora. Donc, c'est un cadre qui est créé par le gouvernement. Et dans ce cadre, la diaspora a un rôle prépondérant à jouer. Le programme existe, c'est parce que la diaspora existe. Donc, voilà ce que je peux dire comme élément de réponse à cette question. La dernière question tombe à pic. D'ailleurs, l'internaute dit, ça fait des années qu'on parle de ce programme de la diaspora, mais on ne voit rien de concret. Alors, Monsieur Antoine Bekovo, après 4 ans d'activité, quel bilan pouvez-vous dresser et quelles sont vos perspectives? C'est dire que on ne voit rien de concret. Peut-être c'est trop dire. Il faut nuancer un peu les propos. 4 ans d'activité du programme Diaspora, il faut avoir à l'esprit que le programme Diaspora est un programme pilote. Donc, un programme de 3 à 4 ans. Et pour permettre de voir un peu qu'est-ce qui peut être fait en la matière. Aujourd'hui, après 4 ans, il faut faire une évaluation, donc une reformulation du programme en tenant compte justement des désirs et des préoccupations des uns et des autres. Est-ce que les objectifs qu'on avait assignés au programme au tout début répondent aux préoccupations du moment? Donc, nous avions quand même essayé de faire cette analyse et pour quand même voir dans quelle dimension remettre ou replacer ce programme qui répondrait au goût de tout un chacun. Bon, un programme, c'est une activité qui est datée dans le temps avec des objectifs, avec des moyens qui sont là et qui durent dans le temps, donc appelés à être finis. Et maintenant, quand c'est fini, comment peut-on capitaliser sur ce qui a été fait pour la pérennité? Donc, le programme Diaspora, en prenant, ou bien par rapport à ses objectifs, et en prenant comme élément de fond, je le répète, la diaspora togolaise, c'est une diaspora atypique. Donc, il y a un problème de confiance et de méfiance à régler. Donc, les institutions que nous devons mettre en place
doivent quand même permettre de régler ces problèmes de confiance et de méfiance qui existent entre les différents acteurs qui interviennent sur ces questions-là. Donc, nous avions quand même estimé qu'il fallait revoir un peu le cadre, donc créer un cadre, que ce soit un programme, et bien créer quand même une structure ou bien des structures en qui le gouvernement fait confiance, la diaspora également fait confiance et les partenaires techniques qui nous accompagnent aussi font confiance. Donc, c'est d'aller vers une structure genre agence, établissement doté d'une autonomie administrative et financière avec une participation, une contribution au minimum du gouvernement, donc qui permettrait justement de diversifier les sources de financement. Donc, une entité dotée d'une autonomie administrative et financière, donc avec un conseil d'administration dans lequel la diaspora sera représentée, le gouvernement, les différents partenaires seront représentés et pourront discuter et valider une feuille de route commune et qui permettrait à l'exécutif d'évoluer. Donc voilà un peu comment nous envisageons les choses. Et là, ça réglerait justement le problème de confiance, ça réglerait le problème de moyens à mettre à la disposition aussi de la structure, parce que aujourd'hui, si le gouvernement est peut-être le seul bailleur de fonds ou les partenaires techniques et financiers sont justement les seuls bailleurs de fonds, qu'adviendrait-il si le gouvernement n'a plus les moyens pour pouvoir continuer? Qu'adviendrait-il si, pas la récession économique, mais les bailleurs de fonds qui accompagnent, se retirent? Donc, ça veut dire que, le programme ou les activités ou le cadre à créer pour gérer les initiatives diasporiques, disparaîtront. Donc, voilà un peu comment nous nous projetons dans l'avenir et ceci fait l'objet, justement, de discussions pour que nous puissions quand même arriver à un cadre de partenariat accepté par tous pour l'horizon, je peux dire 2015-2017, tout dépendra de comment le terme sera fixé. Mais c'est de parvenir, l'idée essentielle à retenir, c'est de parvenir à créer des institutions en qui les différents partenaires font confiance. Tout à l'heure, je parlais d'un haut conseil. Pourquoi pas d'un haut conseil ou bien d'une structure confédérative des Togolais de l'extérieur? Oui, une fois parce que c'est aussi un élément indispensable dans le dispositif. Il faut que la diaspora arrive quand même à se constituer comme interlocuteur viable du gouvernement, donc qui peut quand même donner, je peux dire, des conseils ou des orientations au gouvernement sur la conduite à tenir dans la gestion des questions de la diaspora. On ne peut pas rédiger une politique nationale en faveur de la diaspora sans la diaspora. Et aujourd'hui, si c'est difficile, c'est parce que, comme je le disais tantôt, à qui il faut s'adresser et comment, qui il faut inviter pour prendre quel avis. Donc, le travail est là, la diaspora doit s'organiser, le gouvernement doit mettre tout en œuvre pour que les différentes initiatives se concrétisent. Je veux dire, une volonté réelle, pas une volonté apparente. Il n'y a pas à se dire que le programme est créé, c'est pour vous de la diaspora. Un programme est créé, mais il faut lui donner aussi les moyens et toutes les chances de réussir. Il faut donc une volonté réelle et un engagement de la part du gouvernement et de la diaspora togolaise pour que ce programme réussisse. Visage d'Afrique d'aujourd'hui tire vers sa fin. Et pour conclure, M. Antoine Bekobu, quel message avez-vous à l'endroit des Togolais de la diaspora qui nous écoutent en ce moment? Oui, c'est un message d'espoir, mais qui m'amène à faire cette réflexion. La réflexion, elle est celle-ci: la diaspora est-elle un atout pour le Togo? La diaspora est-elle
un atout pour le Togo? Bon, si oui, ça veut dire que de part et d'autre, nous avons des devoirs à faire. Devoirs tant au niveau de la diaspora, devoirs tant au niveau du gouvernement. Au niveau de la diaspora, c'est qu'il est temps que la diaspora commence à avoir un minimum de confiance à travers les projets initiés par le gouvernement à leur endroit. La diaspora doit s'impliquer davantage. Le programme diaspora est créé et mis en place, c'est parce que justement la diaspora existe. Et si le cadre institutionnel est créé, il appartient à la diaspora de meubler ce cadre-là, d'apporter les idées pour que le programme puisse délivrer les objectifs, pour que le programme puisse être véritablement à leur service. De l'autre côté, le gouvernement doit faire en sorte quand même que le cadre est créé, mais qu'il faut doter des moyens suffisants. Il faut mettre en place des moyens suffisants qui puissent permettre de réaliser les objectifs assignés à ce projet. Donc, une volonté réelle, une volonté affichée qui permettrait justement de régler ce problème de confiance. Parce que après tant d'années, il y a ce fossé entre la diaspora et le gouvernement qui mérite quand même d'être comblé. Comblé en ce sens que il faudrait quand même que les points de vue ou les rapprochements se font pour une véritable cohésion nationale. Donc, un message d'espoir, le programme diaspora est là pour la diaspora et il appartient à la diaspora de s'impliquer davantage, d'apporter les idées pour que le développement économique et social du pays se fasse sans heurts. Ce développement du Togo, ce développement de la terre de nos aïeux nous importe tous. Monsieur Antoine Bekorbou, merci d'intervenir en direct sur FM Liberté, la radio de la diaspora. C'est moi qui vous remercie, Bill. C'est un plaisir pour moi. Eh bien voilà, vous pouvez donc contacter les initiateurs de ce projet, programme de la diaspora. Il suffit d'aller sur les www.maisondiasporatogo.com, maisondiasporatogo.com pour être en contact direct avec le programme de la diaspora. Eric Alovor était à la technique, je suis Bill Émile Davolk au micro. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, toujours avec le même plaisir sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine, sur les www.letogovie.com et sur togonews.info. Bonsoir chez vous. FM Liberté, un autre son de cloche. www.fmliberté.com